Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut réformer la DGI et la DGRAD à travers des projets de décrets. Objectif à terme, accroître la mobilisation accrue des recettes et faciliter le déclenchement du programme du Fonds monétaire international. Des détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis 4 millions de dollars américains, c'est le montant décaissé par la société ERA Congo au profit de la province du Mai-Dombe. L'exécution de plusieurs projets de développement à la suite des dégâts occasionnés par le conflit Tekeaka figure parmi les objectifs. Reportage à suivre dans cette édition du journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition sur votre télévision. Je le disais dans l'entame, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté vendredi dernier 2 projets de décret pour permettre la mobilisation accrue des recettes à la Direction générale des impôts, la DGI, et à la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations, la DGRAD. À travers ces 2 projets de décret, le gouvernement veut surtout reformer ces 2 régies financières pour permettre le déclenchement de la prochaine tranche des facilités élargies de crédit du Fonds monétaire international. Ces 2 projets de décret sont surtout une réforme à l'endroit de la DGI et la DGRAD. Le premier décret modifie et complète le décret numéro 0058 du 27 décembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participations. Selon les comptes rendus du Conseil des ministres, ce texte adapte les structures de cette régie financière à la réforme globale des finances publiques et à la réforme de l'administration publique d'une part et à la réforme de la décentralisation financière et territoriale de la République démocratique du Congo d'autre part. La même source indique que le ministre congolais des Finances a souligné ces adaptations tiennent compte des impératifs de maximisation des recettes non fiscales du pouvoir central, de l'évolution institutionnelle, économique et sociale du pays ainsi que la complexité des missions assignées à la Direction générale des recettes administrative, judiciaire, domaniale et participation. Le deuxième projet de décret modifie et complète le décret numéro 017/2003 du 2 mars 2003 portant création de la Direction générale des impôts. Ce texte
tient surtout compte de la nécessité de poursuivre le programme de modernisation de cette régie financière et d'adaptation de son organisation à l'évolution économique du pays et à la législation, l'objectif étant d'assurer un meilleur fonctionnement des services et de permettre une mobilisation accrue des recettes fiscales. Selon le porte-parole du gouvernement, ces deux projets de décret font partie des déclencheurs au décaissement de la prochaine tranche de la facilité élargie au crédit du Fonds monétaire international qui devra intervenir en décembre 2022. À noter également que la République démocratique du Congo s'est fait l'ambition de mobiliser 14,6 milliards de dollars américains en 2023 avec son budget national. Ce challenge découle des performances enregistrées en 2022 où le gouvernement devrait largement dépasser les 11 milliards de dollars américains prévus du budget national. 4 millions de dollars américains, c'est le montant décaissé au profit de la province du Mai-Ndombe par la société ERA Congo pour l'exécution de plusieurs projets de développement en cette période où le conflit Teke-Yaka a occasionné des dégâts matériels importants, des travaux qui seront supervisés par le Bureau central des coordinations, un motif de satisfaction pour les autorités provinciales. Les détails dans ce reportage commenté par Juvette Mbelou. Le gouvernorat de Mai-Ndombe vient de bénéficier d'une somme de 4 millions de dollars américains de la part de la société ERA Congo. Cette entreprise américaine, basée dans cette province, veut déclencher les processus de la reconstruction de ce coin du pays. Nous sommes revenus comme convenu, nous avons un protocole d'accord avec BSECO et voilà que nous venons de recevoir les fonds pour la province et nous sommes obligés de venir courir vers notre partenaire pour l'exécution de nos projets. Nous avons déjà un programme que nous avons présenté à l'Assemblée provinciale. Ce programme a été adopté et accepté. Nous allons avoir des projets selon ce programme-là, donc avec bien sûr le rapport d'un conseil des ministres. Et, la province vient de vendre le crédit carbone. La société ERA nous a payé la vente de crédit carbone pour la province de Mai-Ndombe. À noter que l'argent viré dans le compte de Mai-Ndombe a été mis à la disposition du Bureau central de coordination BSECO pour l'exécution des projets qui seront arrêtés tels que libellés dans le protocole d'accord de la coopération signé au mois de septembre de cette année entre ce dernier représenté par son directeur général et la province représentée par Rita Bola. À noter que c'est pour la première fois que la province de Mai-Ndombe bénéficie d'un tel apport financier. Dans le reste de l'actualité, le système fiscal congolais fait face à des multiples pratiques qui fragilisent les efforts du gouvernement de la République dans la mobilisation des recettes et la numérisation, en tout cas du système de gestion des finances publiques, se présente comme un atout susceptible de contribuer considérablement à la maximisation de recettes publiques. Ainsi, Tony Antoine Dibendila revient sur les dernières réflexions du comité d'orientation de la réforme des finances publiques autour de l'apport des outils informatiques dans le système fiscal de la RDC. Les systèmes fiscaux de pays africains en général et de la République démocratique du Congo en particulier sont confrontés à de nombreuses pratiques qui fragilisent les efforts que fournissent les administrations fiscales en matière de mobilisation des recettes. Parmi ces pratiques, nous pouvons citer la non-facturation des transactions, la double facturation dans les entreprises, la prédominance des espèces comme moyen de paiement, l'absence d'une culture d'exigence des factures par les consommateurs personnes physiques. Nonobstant cette situation, la facture est plus présente dans les transactions entre différentes entreprises et aussi entre les entreprises et l'État et très souvent, les déclarations fiscales s'appuyant sur ces factures sont difficilement vérifiables par les administrations fiscales, faute d'outils informatiques appropriés. En effet, la plupart des pays africains, comme en République démocratique du Congo, il n'existe en général aucun système de contrôle des facturations des transactions commerciales par l'administration. Or, la facture est la base de l'information financière produite par les opérateurs économiques aux autorités fiscales. Cette situation contribue ainsi au coulage des recettes publiques. Toutefois, le système fiscal congolais étant principalement déclaratif, il revient au contribuable la charge de présenter librement à l'administration fiscale les éléments de l'assiette des impôts dont il est redevable.
En conséquence, la législation fiscale reconnaît à l'administration le pouvoir de procéder au contrôle de la déclaration ainsi souscrite aux fins de la sauvegarde des intérêts du Trésor. Faute d'un système informatique approprié, l'administration éprouve des difficultés pour réaliser sa mission de contrôle. Ainsi, dans la refondation des finances publiques, suivant un cadre juridique moderne, avec comme but la maximisation des recettes de l'État, la République démocratique du Congo réfléchit sur la numérisation du système de gestion des finances publiques qui devrait permettre à l'administration, entre autres, de s'assurer de la régularité de la comptabilité présentée et la confronter à certaines données des faits ou matériels afin de juger de la sincérité des déclarations souscrites et de procéder, les cas échéants, à l'établissement des impôts ou autres droits éludés dans le respect des procédures fiscales. Dans ces cadres, plusieurs travaux sont initiés par les gouvernements congolais, notamment les dernières assises sur la mise en œuvre de la réforme relative à la facture normalisée et aux dispositifs électroniques fiscaux connectés, organisés par les comités d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, du ministère des Finances. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Après la notation triple B de l'agence des notations Bloomfield, la RDC, justement, voit également sa note être relevée justement par l'agence d'évaluation financière Moody's, passant des CAA1 à B3. La bonne santé économique et budgétaire soutenue par le Fonds monétaire international ont favorisé cette performance. L'agence d'évaluation financière Moody's a relevé vendredi la note de la République démocratique du Congo des CAA1 à B3, perspective stable. Selon l'agence, cette décision s'explique notamment par le renforcement des perspectives économiques et budgétaires du pays, favorisé par les améliorations institutionnelles soutenues par le programme du Fonds monétaire international depuis juillet 2021. À cela s'ajoute la bonne santé des réserves d'échange. L'agence Moody's précise que parallèlement, les plafonds nationaux en monnaie locale et en monnaie étrangère de la République démocratique du Congo ont été relevés à B2 et B3, respectivement, contre B3 et CAA1 auparavant. L'écart d'un cran entre les deux plafonds reflète un degré élevé d'imprévisibilité des actions gouvernementales, le risque politique intérieur, ainsi que l'exposition importante de l'économie au secteur minier. Moody's note par ailleurs que la solvabilité de la RDC reste limitée par son très faible produit intérieur brut par habitant, sa faible compétitivité, ses institutions encore faibles et la détérioration de l'environnement du contexte politique, ainsi que la capacité de financement intérieur très limitée et la dépendance à l'égard des financements concessionnels extérieurs. Fort de ses succès antérieurs, la République démocratique du Congo avait sollicité en juin 2022 une notation en monnaie locale de la part de l'agence des notations Bloomfield, à l'instar des nombreux pays du continent, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bloomfield a attribué la notation inaugurale des triple B avec une perspective stable à long terme et la notation des A2 avec une perspective stable à court terme. Ces succès reflètent la bonne dynamique des réformes et les fortes perspectives des croissances de la République démocratique du Congo, expliquait en septembre le ministère congolais des Finances. Dans un autre chapitre, les principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo présentent une tendance générale haussière sur les marchés internationaux. Au cours de cette semaine allant du 14 au 19 novembre 2022, la confirmation émane des experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la RDC. Regardez. Pour la majorité des produits marchands d'exportation de la République démocratique du Congo, la tendance sur les marchés internationaux est à la hausse cette semaine, allant du 14 au 19 novembre 2022, selon les projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la RDC. Le cuivre bondit cette semaine à 7 874,6 $ américains la tonne, contre 7 681,35 $ américains la tonne la semaine dernière, soit un écart des prix positifs des 193,25 $ américains. Le cobalt est aussi en embellie cette semaine à 51 263 $ américains contre 51 260 $ américains la tonne la semaine passée.
dégageant une légère hausse de prix des 3 dollars américains. Le zinc se négocie également en hausse cette semaine à 2840,9 dollars américains la tonne, contre 2840,35 dollars américains la tonne la semaine dernière, soit un écart des prix positifs des 0,55 dollars américains. L'étain se négocie quant à lui à 18 590 dollars américains la tonne, contre 18 515 dollars américains la tonne la semaine passée, soit une hausse des 75 dollars américains. La même tendance haussière se poursuit sur le marché de l'or, qui se négocie cette semaine à 54,05 dollars américains le gramme, contre 53,47 dollars américains le gramme la semaine passée, dégageant une hausse des 0,58 dollars américains. L'autre produit minier en hausse, c'est l'argent qui se vend cette semaine à 0,68 dollars américains le gramme, contre 0,63 dollars américains le gramme la semaine précédente, soit un écart des prix positifs des 0,03 dollars américains. Quant au tantal, il reste stable sur le marché cette semaine à 0,66 dollars américains le kilogramme. Parlons à présent de l'économie de la santé. Des données collectées rapportent que plus de 2 millions de personnes souffrent de la malnutrition en République démocratique du Congo. Des chiffres actuellement et continuellement en baisse au regard des efforts financiers fournis dans la prise en charge, en tout cas, des malnutris par le gouvernement de la République et ses partenaires internationaux. Les détails dans ce reportage de Claude Kungu et Célé Chamala, rendu par Juvette Mbelou. L'Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations unies pour le développement sont présentés comme les principaux partenaires du gouvernement congolais dans la lutte contre la malnutrition, en termes notamment des efforts financiers, fournis ayant abouti à la diminution significative de la prévalence nationale de l'émaciation, passant de 16% en 2001 à 6,5% en 2018. Le médecin généraliste Tchangani Nixon apporte ici d'autres détails. Cette tranche d'âge de 0 à 5 ans, c'est la tranche d'âge où les enfants ont plus besoin de la croissance. Voyez-vous, ils ont besoin d'aliments pour leur croissance. C'est pourquoi c'est plus cette tranche d'âge qui est vulnérable et qui est concernée. Et par rapport à la prise en charge, il y a toute une stratégie que l'État a mise en place pour pouvoir prendre en charge les enfants souffrant de la malnutrition. Alors, il y a dans notre système de santé, nous allons du niveau central au niveau périphérique. Les niveaux central, c'est-à-dire les cabinets des ministres, les niveaux intermédiaires, les niveaux provinciaux, l'intermédiaire, c'est-à-dire le niveau provincial, et les niveaux périphériques, qui est le niveau opérationnel. Du centre à la périphérie, qui sont les zones de santé et les centres de santé, les aires de santé, c'est les aires de santé qui sont en contact avec les populations. Ce sont les aires de santé qui ont la mission, par les systèmes d'information sanitaire, d'entrer ou d'aller dans des ménages, de pouvoir identifier d'abord les enfants qui sont malnutris. À partir du moment que ces enfants-là sont identifiés, c'est enfin que l'État a la responsabilité de les prendre en charge. Selon les données collectées, plus de 2 millions de nombre de personnes atteintes par la malnutrition aiguë globale en RDC, dont 1,2 milliard d'enfants de moins de 5 ans. L'amélioration des conditions sociales reste le principal remède. Un établissement pour l'apprentissage des savoirs fondamentaux, voilà ce que représente une école pour une société moderne. Sauf qu'à Kinshasa, la capitale de la RDC, elle exige des ressources financières importantes pour son fonctionnement. Sur les terrains, ce mardi, nos reporters Grace Luyanga et Ruben Manata présentent dans ce reportage justement les défis, notamment financiers, rencontrés par les établissements scolaires. Regardez. Nous sommes à l'école des Amis du Jésus-Roi, dans la commune d'Engalima, à l'ouest de Kinshasa. Elle fait bonne mine, renvoyant à une certaine organisation et un niveau d'ordre appréciable. Seulement, derrière cette apparence, les efforts financiers mensuels considérables sont concertés pour la faire fonctionner. Surtout que c'est le frais scolaire et les activités culturelles prises en charge par les parents sont les principales ressources de l'école. C'est l'infrastructure qui nous fait problème et puis le paiement
des parents. Les parents qui ne payent pas régulièrement, alors nous avons des problèmes pour payer les professeurs. Les taxes viennent, la sous-division, ils nous ont donné une série de taxes pour payer et nous les payons régulièrement. Nous sommes en train d'aider aussi l'État. Les enfants qui étudient dans les écoles privées, ce sont les mêmes enfants, les enfants du Congo. Et souvent, l'État oublie cela. Les écoles privées aident l'État, aident le pays. Ça, c'est un grand souhait, grand souhait. Surtout nous, les écoles privées, nous sommes vraiment abandonnés à notre propre sort. Nous nous démenons dans notre propres efforts pour essayer de réorganiser notre administration. Vraiment, nous implorons aussi que le ministère des tutelles, qui est le ministère de l'enseignement, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, puisse aussi mettre la main sur les activités des écoles privées. Quoique le défi reste immense, les responsables de cette école quinoise assurent faire de leur mieux pour dispenser un enseignement de qualité, afin de rencontrer les attentes des parents et des autorités publiques. Et puis, contrairement aux rumeurs portant baisse des coûts des produits surgelés à Kinshasa, nos reporters ayant parcouru la capitale de la RDC ce mardi 15 novembre ont constaté plutôt une stabilité des prix dans les marchés. Philo Chiloba et Pichunzita pour le reportage. Ici, nous sommes au marché Gambela, situé en pleine commune de Kassavubu. La baisse de prix des produits surgelés n'est pas signalée. Les prix sont restés les mêmes depuis pratiquement 3 mois pour le poisson, le poulet et autres, comme le témoignent ces vendeuses de poulets. La baisse des prix n'est pas une nouvelle à cacher. D'ailleurs, cela est notre souhait. Nous sommes dérangés lorsque les prix sont toujours élevés, car cela ne nous permet pas de vendre. Le carton de poulet autrefois acheté à 18,5 $ est passé aujourd'hui à 27 $. Quel bénéfice pouvons-nous tirer de là? Pour les vendeuses de cuisses de poulet, le prix a été revu légèrement à la baisse de 1000 francs ou 2000 avec très peu d'impact. Le prix des cuisses n'a pas été revu à la baisse. Cependant, il y a une marque de cuisses que nous ne vendons pas souvent au marché. C'est celle-là qui a un peu baissé des prix. Ce qui se vend souvent au marché a toujours sa tendance haussière. Nous avons besoin de voir les prix des produits surgelés être revus à la baisse. Et cela nous fera beaucoup de bien et nous permettra de faire plus de bénéfices. Alors que l'on s'approche des fêtes de fin d'année, période pendant laquelle les prix des produits surgelés prennent de l'ascenseur dans différents marchés, le gouvernement est appelé à veiller sur la stabilité des prix, lance ses vendeuses. Place à présent à la revue des presses qui est lue et sélectionnée pour vous par Betty Tamfumo. C'est l'heure de vous mettre au parfum de tabloïd paru ce mardi 15 novembre à Kinshasa. Le ministre José Mpanda rassure le scientifique sur une ligne budgétaire favorable à la recherche. Un titre à lire dans le journal Le Grognon. Le journal note que la décennie 2020-2030 est conçue en République démocratique du Congo comme espace temporel durant lequel plusieurs objectifs concernant le développement durable doivent être atteints, entre autres la réduction de la pauvreté, mais surtout l'atteinte de nombreux défis exigés par l'émergence du pays. Les confrères précisent que le ministre Mpanda considère la recherche scientifique comme le socle pour le développement durable pour les pays. Aussi insiste-t-il, précise le journal, sur le fait que le chercheur et les scientifiques du pays doivent avoir comme préoccupation première l'apport de la science dans la vie quotidienne sous tous les aspects, conclut le journal. Deux chercheurs de l'UNIKIN mettent au point un ciment moins polluant et plus performant, titre Forum 2As. Le journal précise que l'innovation proposée par l'UNIKIN est un produit à double gain.
Il note, en plus de sa faible émission de GS, le ciment puzzolanique Madine Unikin possède de performances supérieures au ciment conventionnel, notamment dans de milieux proches de fleuves, océans où, précise le confrère, de constructions sortent de plus en plus des terres. Le journal renchérit que ce projet a commencé en 2017 dans le cadre du travail de DEA, thèse de Max Seke en physique, faculté des sciences, a conclu le journal. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici le rappel des titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut réformer la DGI et la DGRAD à travers des projets de décret. Objectif à terme, accroître la mobilisation accrue des recettes et faciliter le déclenchement du programme FEC du Fonds monétaire international. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis, 4 millions de dollars américains, c'est le montant décaissé par la société ERA Congo au profit de la province du Mai-Ndombe. L'exécution de plusieurs projets de développement à la suite des dégâts occasionnés par le conflit Tekeaka figure parmi les objectifs. Un reportage que vous avez également suivi dans cette édition du journal. C'est la fin complète de cette édition sur votre télévision. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.